et si la femme était à l'origine de notre discussion du jour? Alors pourquoi je dis ça? Parce que savez-vous que la brûlante question de la digitalisation, ou ce que l'on appelle la numérisation, c'est ce que disent les mathématiciens en tout cas, trouve son origine il y a près de 200 ans, avec la naissance d'Ada Lovelace, née Ada Byron, fille du poète Lord Byron et d'une mère férue de mathématiques. Et c'est donc en 1842 qu'Ada Lovelace devient une génie visionnaire en créant le premier algorithme ou programme informatique de l'histoire, germe de ce que l'on appelle aujourd'hui la future intelligence artificielle. Elle rencontre à 17 ans le mathématicien Charles Babbage, peut-être que vous le connaissez, l'inventeur du premier calculateur de l'histoire. Vous connaissez peut-être cette calculatrice mécanique parce qu'elle inspirera ensuite la fameuse machine d'Alan Turing qui servira à déchiffrer la machine Enigma, qui servira au chiffrement et au déchiffrement de l'information pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Il écrira d'elle cette enchanteresse des nombres a jeté son sort magique autour de la plus abstraite des sciences et l'a saisie avec une force que peu d'intellect masculin auraient pu exercer. Mais Charles, comme tous les hommes, il était satisfait de lui-même. Il avait créé sa machine et cela lui suffisait. Ça suffisait à son ego. C'est comme toujours ici que les femmes interviennent pour nous rappeler que c'est bien gentil, mais encore faut-il terminer le travail et faire en sorte que la machine serve à quelque chose. C'est elle qui pressent tout l'impact que pourra avoir l'informatique sur notre société. C'est ainsi qu'elle a dédié toute sa vie à la technologie. Elle veut faire des calculateurs des partenaires de l'imagination. Alors, aujourd'hui, nous y sommes. La situation pandémique que nous vivons a accéléré la numérisation des processus et la dématérialisation de la facture électronique est au cœur de la stratégie de toutes les entreprises pour devenir le partenaire, comme dirait Ada, de notre efficacité et ainsi nous permettre de gagner en efficience. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marc Daman, expert en dématérialisation, co-animateur du groupe d'utilisateurs de Chorus Pro, et je suis accompagné aujourd'hui de Rachid et Margot, avec qui nous allons essayer de poursuivre son rêve de tout numérique en revenant sur le rapport de la loi de finances 2021 afin de bien comprendre les enjeux et d'anticiper au mieux pour vous l'obligation du 1er janvier 2023. Bonjour Rachid. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Rachid, je suis Pre-Sales Engineer chez Simtrax et au cours de cette conférence, j'apporterai mon savoir-faire sur les solutions envisagées dans le cadre de la loi Finance 2021. Nous serons aussi accompagnés de Margot dans le chat, si tu peux nous faire un petit coucou, qui sera la modératrice de cette conférence et c'est elle qui s'occupera notamment de la gestion des sondages et des questions auxquelles on répondra en fin de séance. Donc, Marc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a prévu pour aujourd'hui? Alors, merci Rachid pour cette introduction. Après le projet de loi de finances 2020, voici venu le temps de la loi de finances 2021. Alors, l'objectif de cette conférence est très simple. Vous donner les moyens de préparer votre entreprise à la généralisation de la facture électronique. Alors, en premier lieu, je dirais que nous commencerons par faire un décryptage du projet de loi de finances. Quelles sont les dernières décisions issues du rapport de la Direction générale des finances publiques, ce qu'on appelle la DGFiP, l'acronyme qui est plus connu. Alors, ceci nous amènera ensuite à aborder le deuxième point. Quelles sont les différentes solutions techniques envisagées en termes de format, de plateforme ou encore de diffusion, et ça vous permettra d'appréhender la mise en œuvre dans le respect de cette réglementation. Dans l'étape suivante, je dirais que Rachid nous conseillera une solution unique qui vous permettra de couvrir tous les cas de figure possibles et surtout se poser la question pourquoi et comment automatiser votre processus de facturation. En dernier lieu, nous vous présenterons notre savoir-faire et en quoi nous pouvons vous aider. Alors, pour commencer, Margot va intervenir à ce moment-là. Nous aimerions solliciter votre participation en répondant à ce premier sondage et nous en avons un deuxième. Le premier correspond un petit peu à la taille de votre entreprise pour mieux vous connaître et le deuxième va correspondre qu'est-ce que vous savez un petit peu? Est-ce que vous étiez au courant justement que ces lois de finances arrivent? Et voilà, juste pour vous connaître. Vous allez avoir plusieurs minutes pour y répondre. Pendant ce temps, Rachid, si on commençait par le programme numéro 1, le chapitre numéro 1, à décrypter la loi de finances. C'est parti. Ça te va? Ça me va. La DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, a remis un rapport au Parlement qui a ensuite été publié en octobre 2020. Est-ce que Marc, tu peux nous dire ce qu'il faut en tirer?
Oui, exactement. L'objectif, c'est de vous donner les idées, les clés qui ressortent du rapport, hein, les lignes directrices qui s'annoncent pour la mise en œuvre de cette obligation. Voici un petit peu l'objectif. Alors, je dirais que avant de commencer, Rachid, je pense qu'il est en premier lieu, avant de savoir si votre entreprise respecte la réglementation, les réglementations, je dirais, en matière de facturation électronique, je pense qu'il est important de revenir sur la définition de la facture électronique. Donc, c'est une directive, c'est un décret de 2003, hein, on le voit. Donc, en 2003, juillet 2003 très exactement, la France a adopté 2 décrets, 2 arrêtés relatifs à la facturation électronique. C'est ce qui a initié cette bascule vers le tout numérique. Il s'agit en réalité, c'est clair, d'une transposition d'une loi européenne, hein, ça c'est sûr. L'idée, c'est de se dire que l'intérêt de ces textes, c'était de dire que la facture électronique, la facture, ce que l'on appelle dématérialisée, doit avoir exactement la même valeur que la facture d'origine papier. Donc ça, on retrouve les mêmes conditions que pour l'écrit électronique. Le décret exige en effet que l'authenticité et l'intégrité soient garanties de la facture. Voilà, c'est juste à peu près ça qu'il faut retenir. Donc ça signifie que depuis cette période-là, la dématérialisation des factures est bien entendu a évolué et est aujourd'hui encore plus présente et même a été renforcée depuis 2012. On dénombre donc à ce jour 2 nouvelles réglementations sur la dématérialisation des factures. Tout d'abord, je pense que vous la connaissez, c'est l'ordonnance de 2014. Cette ordonnance de 2014, elle a fourni le calendrier d'obligations de facturation électronique pour les professionnels qui émettent des factures à destination de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics respectifs. C'est-à-dire que cette ordonnance du 26 juin 2014, c'est pour le secteur public, implique que les fournisseurs de l'État dématérialisent l'ensemble de leurs factures et déposent leurs factures sur le fameux portail que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle Chorus Pro. Ensuite, on en vient au cœur même de cette présentation, c'est-à-dire l'article 153. Alors, vous trouverez beaucoup d'informations sur cet article 153. Je vais simplement essayer d'en sortir l'essence de cet article. Et ensuite, on va rentrer sur cette partie technique. Ce qui est important de comprendre, vous aurez effectivement, d'ailleurs, dans la présentation, les liens vers les différentes, les projets de loi de finances, etc. Donc, le gouvernement a voté le 28 décembre 2019 cet fameux article 153 de la loi de finances pour 2020, qui prévoit d'une part l'émission obligatoire des factures entre assujettis à la TVA de manière dématérialisée et d'autre part la transmission à l'administration fiscale des données figurant sur cette facture. Sont ainsi définis par le gouvernement 4 objectifs. Supprimer les contraintes de traitement des factures papier et sécuriser les échanges. On le sait, dans la facturation électronique, ce qui est intéressant, c'est la traçabilité et la sécurité. Mais de leur côté, ils veulent lutter contre la fraude fiscale et ainsi diminuer l'écart de TVA au moyen de recoupements automatisés. Ça, c'est l'objectif du gouvernement. Permettre ensuite la connaissance de l'activité des entreprises afin de favoriser un pilotage des actions du gouvernement et ensuite faciliter tout simplement la déclaration de TVA par le pré-remplissage de données. Donc, dans sa version définitive, l'article 153 fait donc suite à cet article 222 qui est célèbre parce qu'on l'a appelé la loi Macron, un célèbre président qui est aujourd'hui en activité, qui a repris lui-même l'article 56 du projet de loi de finances pour 2020. Donc, en résumé, l'article 153 de la loi de finances 2020 prévoit l'obligation d'émettre les factures entre assujettis à TVA de manière dématérialisée, sachant que les données de ces factures devront être transmises à l'administration fiscale en même temps. Petite précision pour tous. Non soumise à l'obligation de facturation électronique telle que définie, je dirais, dans l'article 153, c'est-à-dire toutes les transactions entre professionnels et particuliers, ce que l'on appelle le B2C. Très important de le savoir. Donc Marc, histoire d'avoir une vue un peu plus concrète sur les choses à venir, est-ce que tu peux nous rappeler le calendrier ? Ah oui, tout à fait. Alors, le calendrier. J'ai cliqué un tout petit peu trop vite. Effectivement. Alors, le calendrier, on y vient. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire de prime abord, on se souvient un petit peu du calendrier, c'est-à-dire que au 1er janvier 2017, le portail Chorus a remplacé Chorus Facture dans l'obligation d'utiliser le fameux portail pour déposer vos factures pour l'ensemble des fournisseurs de la sphère publique. Petit bilan qui m'a été transmis la semaine dernière par l'AIFE et qui est maintenant officiel. 3 chiffres à retenir. 130 millions de factures échangées depuis le 1er janvier 2017, soit un montant de 950 milliards TTC, ce qui représente à peu près environ, et c'est pas excessif,
20 gigas de données échangées et archivées sur le portail. Ensuite, a commencé avec une couleur un petit peu différente que l'on voit ici, qui est bleue, de janvier à juin, un cadre d'expérimentation des échanges dématérialisés de factures entre entreprises qui a été mis en place sur une durée donc de 6 mois, avec au centre toujours les équipes de l'AIFE, je rappelle, Agence informatique financière de l'État, qui est en charge du portail Chorus. À travers le portail Chorus, ils ont conduit une expérimentation. De cette expérimentation en a découlé un rapport. Le gouvernement a donc remis au Parlement le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, l'obligation de facturation électronique. Mais quand on rentre dans le détail de ce rapport, on s'aperçoit d'une chose. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments. En janvier 2023, vous avez l'obligation de réception de la facturation électronique. Très important. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'émettre, mais vous aurez, quelle que soit votre taille, l'obligation de recevoir au format électronique. Et à partir de donc janvier 2025, l'obligation d'émission progressive telle qu'a été réalisée à travers Chorus, à l'image de ce qui a été mis en place, en fonction de la taille de l'entreprise, 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI, 2025 pour tout le reste, PME, TPI, micro-entreprises. C'est clair au niveau de l'émission? C'est clair pour toi, Rachid? Pour moi, c'est tout à fait clair. Voilà. Donc, à partir de là, après analyse, le gouvernement a… Qu'est-ce qui a été dit à la suite de ce rapport? C'est que la seule mise en place d'une obligation de facturation ne permettrait pas de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Ils ont donc décidé une solution qui va combiner à la fois la facture électronique et à la fois la transmission des données. J'ai cru comprendre que l'on s'oriente vers une mise en place d'une solution mixte combinant facturation électronique donc et transmission de données. Rachid, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Avec plaisir. La DGFiP, en partenariat avec, en consultation avec auprès des acteurs concernés par la réforme, a établi un cadre à respecter pour la mise en place de la facturation électronique. Donc le principe est le suivant, comme vous pouvez le voir, on a d'un côté les émetteurs et d'un côté les récepteurs, et au centre une plateforme publique. Du côté émetteur, on va avoir 2 flux, donc le flux de factures et le flux de données qui seront nécessaires pour l'administration publique, qui seront demandés par l'administration publique pour tout ce qui est gestion notamment de la TVA. Donc l'émetteur va transmettre cette facture et ce flux de données à la plateforme publique. La plateforme publique va ensuite transmettre la facture au récepteur et en parallèle va extraire les données de cette facture pour les transmettre au système d'information de la DGFiP. C'est ça. Alors, pour un petit complément de ce que vient de dire Rachid, le procédé technique d'accès à la plateforme, ça pourra être accédé à travers des API accessibles ou adressage HTTPS. C'est pour ça qu'il y a marqué HTTPS. Donc, le premier objectif, vous l'avez compris, sera d'enrichir la nature des informations transmises à l'administration fiscale. Donc, c'est-à-dire que ces informations seront obligatoirement de manière structurée. Ces données devront être transmises de façon structurée dans le cadre de la facturation électronique. Ça, c'est le point essentiel. En ce qui concerne les données elles-mêmes, vous pourrez nous poser les questions, soit à la fin de cette conférence, soit quand on reviendra vers vous, de savoir, on pourra vous préciser quelles sont les données. Ça n'a pas encore été défini entièrement. On n'a pas encore le cahier des charges complet au niveau des données qui doivent être transmises, mais on a déjà quelques informations à partager avec vous. Il est à noter, juste pour terminer, qu'un protocole d'alimentation depuis la plateforme Chorus sera réalisé entre cette nouvelle plateforme au format XML. Donc, il y aura des échanges, vous n'aurez à vous occuper de rien. Si vous déposez sur Chorus, ça ira directement sur la plateforme publique après par la suite. Alors, justement, qu'en est-il des schémas de circulation, Rachid? Est-ce que tu peux nous préciser peut-être les 2 schémas qui ont été sélectionnés? En effet, il y a 2 schémas qui ont été sélectionnés suite à cette analyse technique et ces consultations avec donc les acteurs concernés. Ces 2 schémas, donc c'est le schéma en V et le schéma en Y. Tu veux commencer par lequel? On peut commencer par le V. Allez, commençons par le V pour apporter un peu plus de précision. C'est ça. Donc, sur le schéma en V, on va retrouver donc les émetteurs et les récepteurs.
Sur ce schéma-là, les émetteurs vont envoyer directement ou indirectement via une plateforme privée leur facture sur la plateforme publique centralisée. Sur cette plateforme publique centralisée va être extraite les données qui contiennent les données utiles à l'administration et les transmettre au système d'information de la DGFiP, donc comme je vous ai expliqué précédemment. Et ensuite, la facture va être transmise au récepteur, soit directement, soit via une plateforme privée. Un prestataire privé, tu veux dire, c'est ça, hein? Un prestataire privé, c'est ça. Ce schéma en Y? Non, oui, il y a les avantages peut-être. Quels sont les avantages de ce schéma? Alors, juste avant de parler des avantages, oui. Les données extraites de la facture, donc elles seront extraites sous forme de fichiers structurés. Donc ça, c'est toujours important de le noter. Et les avantages de ce schéma sont les suivants, c'est que c'est une plateforme, enfin c'est un système qui est assez simple et il est centralisé sur une seule plateforme. Donc au niveau des échanges, c'est assez simple, c'est dans une seule direction et voilà. Les inconvénients peut-être? Les inconvénients, c'est au niveau de la transmission des données. La transmission de la facture qui dépend du contrôle effectué par l'administration. Donc voilà, on peut passer au schéma. On va passer au schéma. Allez, je te suis. C'est parti. Alors, dans ce schéma, en plus de pouvoir déposer directement sur la plateforme publique, comme sur le schéma précédent, on va pouvoir aussi envoyer nos factures à des plateformes privées qui sont certifiées par l'État. Donc ces factures-là vont pouvoir transiter soit directement entre les plateformes privées, soit en passant par la plateforme publique. Donc voilà, il y a ces deux possibilités. Soit, je le répète, entre les plateformes privées, soit via la plateforme publique, soit les deux. Les plateformes privées vont aussi extraire ces données plutôt que ce soit la plateforme publique qui le fasse. Elles vont extraire les données à destination de l'administration fiscale et les envoyer directement à la plateforme publique qui les transmet ensuite au système d'information de la DGFiP. Donc voilà, sur ce schéma-là, qui est privilégié justement car il offre plus de flexibilité, car il englobe le schéma en V, et en plus de ça, il incorpore aussi les plateformes privées certifiées, car voilà, sur certaines entreprises ont déjà des choses déjà implémentées, qui ont déjà. Tu penses notamment peut-être à l'EDI, hein, Rachid, effectivement. C'est ça. Qui notamment certains secteurs comme l'automobile ou bien la grande distribution. Et pour ceux dont c'est pas le cas, donc ils peuvent rester sur le schéma en V en déposant directement sur la plateforme publique. À noter que ces plateformes certifiées, peut-être Rachid, sont des plateformes qui aujourd'hui n'ont pas été identifiées. Il y a un cahier des charges et donc il y a un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement pour pouvoir effectivement rentrer sur ces plateformes privées. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir passer par ces plateformes privées où vous pouvez effectivement, comme l'indiquait Rachid dans le schéma en V, passer par un prestataire qui va s'occuper pour vous de déposer. Dans le schéma en V, c'est un tout petit peu différent du schéma en Y parce que là, vous avez une plateforme qui est privée et certifiée, ce que l'on appelle, et donc sécurisée. De l'autre côté, c'est aussi sécurisé, mais par contre, c'est un prestataire qui va se charger de faire l'ensemble des formats. Voilà, donc en fonction de votre situation, un schéma sera plus favorable que l'autre, notamment pour une question de coût d'adaptation de votre système d'information à cette fameuse plateforme publique centralisée. C'est ça. Alors, merci Rachid pour cette précision. Peut-être ce qu'on aurait aimé effectivement de parler maintenant, c'est les formats de la facturation électronique. Le gouvernement insiste pour avoir un minimum de données structurées. Cela étant, je dirais que, afin de prétendre de prendre en compte les attentes des PME, des TPE, parce que vous allez avoir votre mot à dire. Donc, vous pourrez passer par des organismes tels que nous pour remonter ces informations. C'est très important. La plateforme publique offrira les fonctionnalités de conversion de la facture PDF natif en format structuré. Vous l'aurez compris, c'est ce que vous a expliqué Rachid à l'instant. À moyen ou long terme, il sera néanmoins nécessaire pour toutes les entreprises, quelle que soit votre taille, de pouvoir émettre votre facture native dans un format structuré, ce qu'on appelle le fameux format XML. Donc, sachez-le dès à présent.
Ceci nous emmène à partager avec vous l'excellente étude réalisée par le Forum national de la facturation électronique, avec qui nous sommes partenaires. C'est la première enquête qui a été réalisée pendant le confinement. Et ils ont regardé déjà, vous aurez un lien effectivement vers cette enquête, et on a eu quelque chose au niveau des différents formats. 3 formats en sont ressortis. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme précision, Rachid? Alors déjà, on peut constater que le basculement vers la facturation électronique a été accéléré par l'épidémie dont vous avez sûrement entendu parler, donc la Covid. Donc on a recensé sur cette étude plusieurs types de formats. Donc la facture papier classique, ce sont les grandes entreprises qui l'utilisent, et paradoxalement les très petites entreprises, les TPE, qui émettent le moins de factures papier. Voilà. Tandis que les ETI et les PME, elles, sont celles qui ont le plus de travail à faire pour abandonner le papier et migrer vers le tout numérique. Donc ça, c'est une première chose à savoir. En deuxième format, on a le PDF et le PDF signé. Donc quand j'entends PDF signé, c'est qui incorpore une signature qui permet de garantir l'intégrité et l'authenticité du signataire, donc l'intégrité du document et l'authenticité du signataire. Et elles prennent le large, en particulier par les PME et les TPE, qui ont adopté la facture PDF en adoption en plus grande proportion. Et enfin, le format EDI, l'échange de données informatisé, qui est essentiellement mis en œuvre par les grandes entreprises et un peu les PME, très peu de TPE, mais bon, ça on s'en doutait. Et donc arrive un nouveau format, je crois, vraiment compatible en fait avec ce nouvel environnement. C'est ça. Donc le format FactureX, qui est une des pistes sur lesquelles se penche l'AIFE. Alors ce format, il consiste en un PDF qui incorpore un fichier XML structuré. Donc ce qui permet de faciliter l'automatisation et l'extraction des données qui seront ensuite utilisées par la plateforme publique. Merci Rachid. Alors nous aimerions vous solliciter une nouvelle fois. Margot, est-ce que tu peux me lancer le 3e sondage? Il est intéressant de savoir également, vous, quel format vous utilisez le plus. Vous êtes plutôt papier, PDF, EDI, voire déjà FactureX, hein, il est possible. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans le sondage de Margot. Je ne sais pas si le sondage est parti. J'ai un petit retour. Rachid, toi, tu l'as vu partir ou pas? Oui. Alors attendez. Hop. Oui, de mon côté, voilà. Je vois qu'il est parti. Quelques petites minutes. Ce serait très intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu justement. Alors, on en a fini. Nous sommes 24, il reste 6 minutes, donc on va un tout petit peu dépasser. On a bientôt fini parce que les 2 autres parties sont beaucoup plus courtes. Pourquoi? Comment automatiser votre processus? Rachid nous a indiqué qu'il allait peut-être une solution à nous proposer. Qu'en est-il? Rachid, je crois que ton micro, je ne t'entends plus. En effet. Hop, voilà. Il s'était coupé. Donc en effet, voilà, j'ai une solution à vous proposer que je préconise dans le cadre de la loi de finances 2021 sur l'échange de données. Notre solution aujourd'hui de facturation électronique a été pensée et conçue dans cette optique. Tout y a été automatisé pour permettre d'être plus agile et répondre à l'enjeu majeur qui est le temps et puis aussi la mise en conformité. Le fonctionnement est assez simple. Donc, d'un côté, on a le logiciel de facturation auquel on va se connecter pour récupérer le flux de documents, en l'occurrence des factures, sur lesquels on va pouvoir faire des traitements pour réaliser la mise en forme. Par exemple, la conversion de format pour les mettre en FactureX, par exemple. Ou bien si on pense, j'ai l'exemple en tête de la facturation pour la Suisse, l'ajout d'un QR code qui est obligatoire sur les factures là-bas, si vous avez des clients suisses. Puis on va pouvoir se connecter aux différentes plateformes pour transmettre ces factures. Donc par exemple, pour le secteur public, on se connecte à la plateforme Chorus, sur laquelle va pouvoir transiter les factures. Pour 2023,
et plus tard une plateforme de facturation. Pour l'instant, il n'y a pas de nom qui a été donné à cette plateforme. Mais voilà, on pourra s'y connecter via notre solution. Et enfin, PayPal, l'Access Point PayPal, qui est un réseau qui est utilisé à travers le monde, notamment en Europe, mais aussi dans des pays comme les États-Unis, Singapour ou encore l'Australie. C'est vrai que c'est un réseau qui est très, très utilisé pour l'échange de données structurées et de fichiers PDF, tout simplement. C'est ça. Je voulais juste t'interrompre, excuse-moi, pour juste regarder un tout petit peu. Donc, beaucoup de gens de chez vous utilisent du PDF signé ou du papier scanné. C'est intéressant, très intéressant. Principalement des PME, des ETI qui nous ont rejoints avec des micro-entreprises. Merci d'avoir donc répondu à ce sondage. Est-ce que tu veux apporter une précision par rapport à cette fameuse solution qui, je crois, donc présente une couverture globale si on comprend? C'est ça. Elle permet une couverture globale et une interopérabilité avec les différents logiciels de facturation. Donc, par exemple, SAP, Sage, IBM. Et ensuite, de pouvoir se connecter aux différentes plateformes en transmettant le fichier au bon format et avec la mise en forme qui va bien. Merci beaucoup, Rachid. 6 raisons d'automatiser votre processus de votre facturation électronique. Vous le lirez en fait tout simplement. Il y a plein de ça, c'est des choses que vous trouverez, mais c'est vrai qu'il y a une vraie plus-value. Alors, ce qui est important, Rachid, nous le savons tous en fait. Hein, c'est important en fait, mais à tout grand changement se doit un accompagnement, notamment pour l'émission des factures. On a vu qu'il y avait des PDF ou même du papier scanné. Donc, un accompagnement auprès des PME, des entreprises devra être organisé et c'est ce qu'on nous propose de faire. Et donc, on va vous montrer un petit peu en quoi nous pouvons vous aider. Qu'est-ce que tu peux dire en fait aux personnes qui sont ici présentes à la conférence, qui assistent à cette conférence, Rachid? Je vais présenter rapidement donc notre entreprise, donc Simtrax. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous faire cette conférence depuis nos locaux à Nîmes, mais on est aussi présent à travers le monde, donc avec 7 bureaux dans le monde, avec plus de 70 collaborateurs, plus de 3000 installations chez des clients de tout type de secteur, avec une moyenne de 12 ans de fidélité pour nos clients, et 3 partenariats technologiques, donc SAP, Microsoft et IBM. Oui, Marc? Tu sais ce que je veux dire, hein, qu'il fait beau aujourd'hui. La dernière fois que j'ai dit ça, il a plu juste après. Mais je crois qu'aujourd'hui, il fait beau quand même. Mais aujourd'hui, il fait très beau. On a le ciel bleu, malgré le fait que je sois en pull. C'est une belle journée. Donc, si on peut passer à la suite, Marc. Donc voilà, c'est 5 points, 5 axes sur lesquels on accompagne nos clients. Donc sur le workflow de documents logistiques, l'automatisation des documents clients et fournisseurs, l'enrichissement et la distribution de documents numériques, les process automatisés de validation et signature, donc qui sont un peu à la mode. Conférence bientôt, hein. On en parlera juste après. Très bientôt, on vous la présentera en fin de présentation, faite par nos collègues qui arrivent en février, c'est ça, Marc? Oui, on en reparlera le 4 février, absolument. C'est ça. Et donc enfin, la facturation électronique automatisée dont on a parlé dans cette présentation. Merci beaucoup, Rachid. Merci à toi. Alors, nous espérons que cette première analyse, 30 minutes, c'est très court. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des conférences d'1 heure, voire plus. Nous, ce qu'on a voulu faire en œuvre, c'est vous guider efficacement dans ce labyrinthe de textes réglementaires et techniques, vous donner les premiers éléments qui vont vous permettre de lancer une réflexion en interne. Et ça, c'est très important. On l'a fait à 30 minutes. Il est 30 minutes. On va maintenant aborder les questions. Et je voulais juste terminer par la petite histoire d'Ada Lovelace. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé au tout début. Eh ben, Ada Lovelace, malheureusement, a dilapidé toute sa fortune dans les paris hippiques. Elle avait fait les paris hippiques pour financer ses recherches. Et malheureusement, elle est morte à 36 ans, complètement ruinée, comme quoi les clichés ont la vie dure. Voilà. C'est pas forcément les hommes qui font la technique et inversement. L'histoire retiendra cependant qu'en 1979, le département de la défense américaine a donc donné son nom à un langage de programmation que vous connaissez peut-être qui s'appelle le programmation ADA. C'est terminé pour elle. Si vous avez apprécié cette conférence, n'hésitez pas à nous donner une bonne note à la fin de cette conférence et à vous abonner à notre chaîne Webikeo YouTube. On va répondre maintenant aux questions-réponses.